Je suis né en 1940 et avec la révolution de 46, j'avais 6 ans au moment de la révolution de 46. Mais j'ai quand même des images très claires de cette époque. En ce sens que d'une part, il y a nos mères qui venaient nous chercher à l'école, à cette époque-là, parce qu'il y avait des mouvements de foule dans les rues, etc. Et je pense que dans ma vie, c'est la première fois que j'ai entendu prononcer le mot révolution. Il y a aussi des aspects très, très festifs de cet événement-là. Le peuple dans les rues, certains dirigeants du régime dont folkloriquement on faisait l'enterrement. Depuis, j'ai réfléchi beaucoup sur ces périodes-là ou ces vagues successives de mouvements populaires et je m'aperçois que chaque vague est plus violente que la précédente. Il y avait une constituante, vous vous rappelez? On devait d'abord voter pour l'élaboration d'une constitution et ensuite passer aux élections présidentielles. Alors, il y a eu ce qu'on appelle le coup d'État de Thomas Desilmé, de Philippe Charlier. Ils ont pu, en manœuvre des députés qui ont été élus, demander qu'immédiatement on procède aux élections présidentielles. C'est ainsi que Estimé a été élu président. J'étais au Gonaï en 1946 au lycée, en première année du lycée, et l'événement survenu à ce moment-là était pour nous quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose d'extraordinaire que nous avons vécu et nous ne savons pas ce que ça signifiait, bien entendu, il faut aller attendre, mais progressivement nous allons être amenés socialement à prendre conscience de ce qu'est la vie politique, à prendre conscience de ce qu'est l'ensemble des revendications à la fois de la ville où j'étais et comment elle était gérée, comment elle était organisée à l'ensemble du pays. C'est-à-dire nous allons pouvoir constater les mises en question à la fois de la religion catholique, une sorte de promotion, de fréquillement même de promotion au niveau d'où nous avons constitué des clubs dans les écoles et ce sont des clubs qui se sont réunis sur la base de ces revendications noiristes et ainsi de suite. L'arrivée d'Estimé, moi j'ai roulé dans les bons temps parce que Estimé apprenait quelque chose, c'est-à-dire qui n'existait pas chez moi. Il apprenait la politique de couleur. C'est comme ça que je l'ai intercepté. Il apprenait coup à coup. Les mulâtres, les mulâtres, moi je me sentais autant chez moi et autant propriétaire d'Haïti que n'importe quel noir ou n'importe quel mulâtre. J'étais né dans ce pays, ma famille, mon grand-père, mon arrière-grand-père, mes grands-pères, mes grands-mères. Pourquoi est-ce que tout d'un coup je n'avais plus ma place là? C'est pas que je ne comprenais pas, je n'acceptais pas ce raisonnement. Et puis finalement, Estimé a fait des choses et Estimé, bon, il est arrivé très impopulaire, mais il est tombé très populaire. Il voulait faire des choses pour frapper les résignations du peuple. Ici, il y a une exposition qui, en somme, a donné une figure à Port-au-Prince, qu'on ne le veuille ou pas, mais qui aussi a dérapé l'esprit de vol dans ce pays. Cette exposition, ça a été un moment festif. C'était en 1947, je crois, j'avais 9 ans. J'ai des images très prégnantes de cette époque-là, le bord de mer, la fontaine lumineuse, comme on a restauré depuis, cette grande ouverture sur le monde. Parce que même jeune, j'ai toujours trouvé qu'en Haïti, on avait une sorte de nationalisme de repli. Et dans cet univers-là, je me sentais mal à l'aise parce que peut-être que je n'employais pas ces mots à l'époque, mais j'avais au moins l'intuition
que Haïti n'était pas le nombril du monde, donc Haïti appartenait tout simplement au monde. Alors pour moi, le bicentenaire, ça a été ça, ça a été une grande lecture sur le monde. Par la suite, j'ai beaucoup lu, et en particulier quelqu'un comme Corventon, qui dans Port-au-Prince au cours des ans a de très beaux chapitres sur ce qu'a représenté ce moment unique dans l'histoire du XXe siècle de Haïti. On a peine à croire que durant cette période-là, c'était peut-être pas beaucoup, hein, c'était quelque chose comme 6 mois à peu près, mais qu'il y avait des chanteurs d'opéra, de la musique classique, du grand théâtre, hein, des gens de jazz américains, des écrivains qui nous ont visité à l'époque. Et je me souviens avec ma mère, chaque soir, on s'en allait au bicentenaire, et c'était un lieu paradisiaque. Il y avait en face de la mer des Caraïbes, il y avait une sorte de promontoire où l'on pouvait se promener. Bref, pour moi, ça a été un moment paradisiaque. Estimé à réunir l'état-major. Il voulait dissoudre le Sénat. Tous les membres de l'état-major étaient d'accord pour que le Sénat soit dissous. C'est Magloire et Prospération dit non. Magloire en a profité et se servit de ses officiers de confiance, créé Pasquette, pour signifier à estimer qu'il devait donner sa démission. Comme toutes les élections en Haïti, c'était des élections truquées. Je connaissais même, j'ai vu circuler les bulletins là pour des raisons. Je connaissais le nom de tous les sénateurs qui devaient passer. Magloire était, l'homme fort, était tellement fort que personne n'osait se mettre en face de lui, si bien qu'il était le candidat unique aux élections. D'approche, et socialement, Magloire était vraiment très agréable. Très, très, très agréable comme contact, tu vois. Tu n'avais pas l'impression d'avoir un bonhomme qui établissait une barrière avec. Je pense que Magloire a fait quand même pas mal de choses pour Haïti. Il nous a, évidemment, il est raté. Et soit dû à lui, soit dû à son entourage. Il a continué les œuvres d'Estimé. Naturellement, il a dit que c'est lui. Mais c'est Estimé qui a commencé les travaux de pellicule. En effet, c'est la construction la plus audacieuse que nous ayons réalisée depuis le 19e siècle lors de la construction de la citadelle La Terrière. Le barrage de Pelligue, c'est la clé du projet. Le projet doit d'abord servir à l'irrigation, au contrôle des crues et ensuite à la construction d'une usine électrique qui pourra desservir tout le pays. Vous soufflez l'ambiance? Oui, Vous soufflez l'ambiance vrai? nous soufflons pour tout le monde sembler pour bonne rara sortir. Pourquoi on te met là? Sans nid comme moi écouter. Le papa me vivant, il était chef bonne rara ici. Tous les jeudis, c'était sorti, c'était belle bagaille. C'est vrai. L'autre, ça, c'était Timon. Et des fois, Timon, on va danser dans bonne rara là. Non, 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 non. Il faut y mettre plus d'intensité dans le début. Rappelez-vous que on annonce dans tout le village que si la bande de rara sort cette année, il y aura une catastrophe. Le français n'est que la langue officielle d'Haïti. Puisque 85% de la population ne comprend que le créole,
et la population entière parle créole. Si l'on devait interdire le créole en Haïti, c'est toute la vie nationale qui s'arrêterait.